En fait, il faut s'imaginer qu'une SS100 avant-guerre, c'est aussi déraisonnable qu'une H2R aujourd'hui. Après, on y a eu vraiment le saut avec Aston Martin, où on a fait quelque chose d'high-tech, un hyperbike en fait, quelque part. Salut à tous, bienvenue sur Rev'd Up saison 2. Aujourd'hui, épisode très spécial, puisque nous sommes actuellement chez Browse Superior. Browse Superior qui est à la moto ce que Rolls-Royce est à l'automobile. C'est une marque française de prestige, et Albert Castaigne va nous en parler aujourd'hui. Mec. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rev'd Up. Je m'appelle Alexis, je suis toujours accompagné de Ludo, et aujourd'hui, comme Ludo le disait, on est en compagnie de Albert Castaigne, qui est directeur général de Browse Superior, et qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de ce lieu un peu magique pour nous, amateurs de moto, et qui va nous expliquer un petit peu quelle est cette marque, qui finalement est Et comment on la prononce? un peu confidentielle. Mais ouais, Albert, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en deux phrases pour présenter la marque Browse Superior? Browse Superior, à l'anglaise. En fait, c'est une marque mythique d'avant-guerre. Une marque anglaise qui était située à Nottingham et qui, pendant 20 ans, a fait les meilleures motos d'avant-guerre, très sportives, très innovantes, très chères. C'était vraiment le prix d'une maison à l'époque, donc on parle de motos exceptionnelles. Et en 39, ça s'est arrêté, ça n'a jamais repris. Et nous, on l'a relancé en France d'une façon différente, mais high-tech, très exclusive, à un certain prix. Et voilà, on exporte ce savoir-faire français, une centaine de motos par an aujourd'hui. Voilà, donc d'un marché de niche qu'on a développé. Et on a entièrement conçu et développé tous nos modèles, ainsi que le moteur. Et c'est ça notre grande fierté, en fait. Ouais, c'est ce qui fait un peu l'originalité et toute la particularité finalement de cette marque. C'est à la fois ce côté tout fait maison, mais aussi le côté fait en France, quoi. Alors voilà, parce que fabriqué en France avec plus de 80% de composants made in France, vraiment made in France, entre ce qu'on fabrique ici en interne, ce qu'on sous-traite chez des sous-traitants français, à majeure partie locaux en plus, hein, puisque on y reviendra, mais on a le secteur aéro à Toulouse, donc on fabrique avec des matériaux, des procédés, des sous-traitants aéronautiques. Et après, que de l'exclusif. Donc chaque moto, c'est en gros, on va dire 1200 références pour une SS100. C'est 2200 pièces pour faire une moto. Et la quasi-totalité, c'est du design et du développement spécifique, c'est de la fabrication spécifique. On n'achète pas des pièces toutes faites. Et donc c'est ce qui nous a pris 3 ans, hein, puisque tout a été conçu ex nihilo. Donc voilà, c'est ce qui a été le plus dur à démarrer, notamment le moteur, puisque pareil, en créant un moteur de A à Z, c'est un risque industriel, c'est un risque technique, etc. Mais c'est ce qui nous a donné notre indépendance totale aussi. Alors juste pour recontextualiser un petit peu l'arrivée donc de Browse Superior, je vais arriver à le prononcer correctement. C'est dans l'histoire Laurence d'Arabie qui, oui, à un moment donné, alors on a eu 7, donc voilà. Pendant 10 ans en fait. Laurence d'Arabie, à la fin de sa carrière d'espion, en fait, c'était un super succès pour les Anglais. Ça a été un revirement historique très important au Levant, etc., au détriment de l'Empire ottoman. Bref, ça a été une grosse carrière d'espion avec un fait de guerre, le fameux film, tout le monde a vu au moins une fois la bataille d'Aqaba, etc. Et donc, il a fallu le planquer, parce que ça avait fait vraiment beaucoup de vagues. On l'a mis dans un régiment de tankistes au sud de l'Angleterre, où il s'ennuyait complètement, il faisait rien, et à part rouler en moto, parce que pour s'évader, pour se sentir vivant même, puisque c'est un grand écrivain et il a fait des poèmes sur sa joie de rouler en moto, c'est très descriptif, on vivrait vraiment le truc avec lui. Il en est mort, puisque c'est un accident en 35, il s'est tué à moto, hein, il est vraiment mort d'une chute à moto, et donc il a eu 7 motos de la marque sur ses 10 ans, et selon les calculs des spécialistes, parce qu'il tenait un journal de bord comme un marin pour raconter ses rides journaliers, etc., il a fait plus de 250 000 kilomètres cumulés. Donc il faut s'imaginer sur des routes pavées ou de terre, pour peu qu'il y ait des routes goudronnées une fois sur 10, avec peut-être sur la dernière, non même pas, il a eu que des cadres rigides, donc moto cadre rigide, qui va vraiment à 100 miles à l'heure, donc 160 km/h, chambre à air, des crevaisons tout le temps, pas de frein, etc. C'est un truc de fou, hein. En fait, il faut s'imaginer qu'une SS100 avant-guerre, c'est aussi déraisonnable qu'une H2R aujourd'hui. D'accord. En fait. Oui, parce que c'était déjà un record pour l'époque en termes de performance. Voilà, et on allait à 160 avec une moto, donc sur des mauvaises routes, avec une moto sans lumière, sans frein, sans casque,
Parce que c'est d'ailleurs sa mort qui a commencé à faire du lobbying et à faire que le casque se démocratise et se devienne obligatoire en Angleterre. Parce que c'est quelqu'un de connu, c'est tué en moto, donc ça a participé au truc. Ça, c'est de l'image. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que à l'époque, c'était juste n'importe quoi. Parce que moi, j'ai roulé une classique. Hein. Quand on a commencé le projet, on a eu notamment pour s'inspirer plusieurs classiques ici. Sur les routes derrière, j'ai roulé une SS100. Ça va très vite à 160 parce que le moteur est longue course, coupleux et ça va très bien. En troisième, là, paf, ça tracte. C'est vraiment un tracteur et on peut rouler à 160 sans problème. Le seul truc, c'est que s'il y a un virage serré ou une voiture qui pile devant, c'est fini. Ben là, bah ouais, ou alors faut avoir vraiment anticipé. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu parles des performances de ces motos-là qui à l'époque étaient exceptionnelles. Il y a un passé de Bros Superior à la fois sur des records de vitesse, je crois, et puis oui, la compétition. Très juste. C'est-à-dire que les lettres de noblesse ont été acquises par le sport. Parce que ce soit Laurence d'Arabie, les stars de l'époque et la visibilité de la marque, elle a été acquise par George Bross lui-même, qui en fait, son père faisait déjà des motos, les motos Bross, avec un twin à plat, un boxer mais transversal. Bon, c'était des bonnes motos, c'était pas le problème, mais lui avait des souhaits de faire des motos. Il a fait quelques courses déjà quand il était jeune, et en fait il a voulu faire des motos plus sportives, mieux, etc. Il a dit je vais faire Bros Superior. Donc bon, bien sûr le père l'a un peu mal pris parce que ça voulait dire qu'il était Bros Inferior quelque part. Donc c'est très oedipien, mais bon, ça a marché. Et très vite il a fait des motos de vitesse avec laquelle il a couru. Donc il a eu lui des records. Il a eu des pilotes développeurs connus à l'époque qui ont commencé à faire des courses. Par exemple, il y a pas mal de courses connues à Arpajon. Arpajon, pourquoi? Parce que c'est au sud de Montlhéry et c'était la première route goudronnée en France. Donc ça existait pas à l'époque. Et donc tous les mecs allaient faire des records là-bas parce que c'était une nationale qui était goudronnée. Et le Macadam, ça s'appelait à l'époque. Et en fait, ils passaient 200 avec des motos Atmo comme ça, des motos stock. Ils arrivaient à prendre 200. Donc c'était là aussi un peu n'importe quoi. Mais George Bross, il allait faire des courses à l'étranger. Le fameux Alpenfaust en Autriche, où là, il partait par la route avec son copain Dixon. Là, ils roulaient à 2 motos. Donc ils allaient en Autriche en moto. Ils enlevaient les phares, les sacoches, ils faisaient la course et ils repartaient en Angleterre. C'était un truc... Ouais, donc on comprend pourquoi finalement ce côté un peu performance est aussi très ancré dans l'ADN de la marque. Voilà, et le réservoir à ancelle, ce qu'on appelle ancelle, parce qu'à l'époque les réservoirs étaient entre tubes, c'est-à-dire dans le châssis. Ouais. C'était des montages racing pour pouvoir changer les réservoirs facilement, les fixer avec une plaque dessous. Le dessus noir, le fameux dessus noir qu'on a repris sur les SS100, c'était pour pas être ébloui par le soleil, donc il peignait juste le dessus des réservoirs en noir. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont dans l'ADN. Donc ce qui est assez marrant, c'est que quand on voit une SS100 aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à un custom type Harley, donc on s'imagine, mais SS c'est pour super sport, parce qu'avant-guerre on pouvait dire SS sans problème. Sans problème. Voilà, et donc SS100 est 100 pour 100 miles à l'heure, donc super sport 100, et donc c'est pour ça que je dis c'est une espèce d'H2R de l'époque, parce que vraiment c'était, pour une moto stock 160 c'était énorme, préparé c'était 200, c'était pareil la folie, on parle des années 20, donc c'était il y a très longtemps. Et donc c'était très sportif et victoire, et puis après marketing, puisque le nom porte Superior, donc déjà on s'attend à quelque chose. Ils préféraient faire peu de motos mais très cher avec les meilleurs composants. Il y avait le fameux compteur Bonixen, qui est un compteur qui fait vitesse moyenne, totalisateur journalier, etc. C'est une montre de haute joaillerie, c'est-à-dire de haute complexité, hein, c'est un truc de fou. Et l'option, elle était à peut-être pas un tiers du prix de la moto, mais je veux dire à quelque chose de très significatif. Et donc voilà, et les gens, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui sont capables de mettre le prix pour avoir le meilleur. Et donc, quelque part, ça fait travailler l'innovation, ça fait ça. Voilà, tu me fais une belle transition avec la question d'après. Justement, on se demandait quel était le marché, qui achetait ça. Je voudrais juste refermer la parenthèse par rapport à l'ADN sur le côté style, qui est quand même très cohérent dans la gamme. On retrouve cette forme de cigare, qui fait donc référence aux performances du passé. Est-ce qu'il y a
cette volonté dans les années à venir de rester sur ce style où il y a une rupture qui va être marquée à un moment donné? Alors nous, on pense qu'on l'a déjà faite parce que en fait, la SS100, c'est clairement le cigare, sauf que quand même le fastback à l'arrière de la selle, c'est quand même d'après-guerre, ça a commencé, c'est plus Vincent, Norton Commando, et puis après les japonaises, etc. Donc ce côté très horizontal, très fastback, déjà on a un peu modernisé, mais le réservoir, c'est une goutte d'eau, c'est 2 gouttes d'eau quand on le met à côté du réservoir des années 20. Donc ça c'est pareil, avec les fameuses sangles, etc. Mais donc cette gamme rétro, elle a été faite dès le départ et elle existe toujours. Et par définition, le rétro, c'est indémodable. C'est un classique, il n'y a pas de mode. Et donc je pense que c'est un modèle, il évoluera, parce qu'il a déjà évolué, mais c'est un modèle qui continuera toujours, parce qu'en plus on a énormément de demandes pour ça. C'est même la SS100, ça reste l'icône. Après, en 2021, on a sorti la Lowrance. Donc en carbone, une géométrie plus serrée, gros pneus, des freins, pas les 4 disques façon aviation, mais des freins de moto sportives modernes, etc. On va y revenir parce qu'il y a un vrai sujet là sur le frein. Et biplace, avec une géométrie plus facile. Ça c'est notre deuxième best-seller, c'est-à-dire c'est ce qu'on vend le plus. Et là on a vraiment des lignes beaucoup plus modernes. Après on y a eu vraiment le saut avec Aston Martin où on a fait quelque chose d'high-tech, un hyperbike en fait quelque part. Donc avec turbo et puis ce design Aston Martin incroyable. Donc je pense que on a vraiment fait la synthèse. Ce qu'on aime faire, et vous le voyez quand vous visitez ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles, c'est que on aime créer, c'est vraiment notre moteur, et donc on fait toujours des petites séries, on préfère faire des petites séries et faire régulièrement un nouveau modèle. On a un lancement par an, plutôt que faire une moto et puis l'exploiter pendant 10 ans, même si on n'a rien contre, mais nous c'est parce que ça nous plaît. On est toujours à penser à la prochaine en fait. Voilà. Et ce qui, je pense, fait le lien avec cet aspect marché, c'est vrai que c'est un marché de niche, on est quand même sur, comme on le disait en intro, la Rolls-Royce de la moto. Quels sont les clients types qui peuvent venir? Est-ce que tu as un panel à me donner? Oui, bah après nous on connaît bien... Pour le commun des mortels en gros. On connaît bien nos clients. Par exemple en France on en vend pas mal parce que comme on est plus visible, qu'on a eu beaucoup de presse, qu'on a eu de la télé, que par bouche à oreille, beaucoup de clients nous amènent des clients, etc. Finalement en proportion, aujourd'hui on vend beaucoup en France, on va faire entre 20 et 30 machines par an en France. Pour notre marché de niche c'est beaucoup. Sachant qu'en total, on va passer à 120, mais on fait 100 motos par an. Surtout, vous êtes combien à travailler pour fabriquer ces motos finalement? Bah là, aujourd'hui, on est 25. Voilà, c'est quand même, c'est pas rien quoi. Voilà, et ça c'est important, c'est que on ne fait que des motos sur commande. On n'a pas de stock, et après on vend les motos. Même si on a un réseau de revendeurs et qu'on a même des importateurs dans certains coins du monde, on ne fabrique que des motos sur commande. Et ça c'est assez important pour nous parce que il y a cette relation avec le client. Et on va reparler du type de client, mais on a cette relation avec le client. Le client se fait une moto unique. Il y a toujours un moment où il y a un truc, un réglage spécial. En fait, quelque chose. Alors ça va être esthétique, ergonomique. Il y a plein de choses qui peuvent varier. Mais ça, c'est ce qu'on vient chercher chez nous. Donc c'est un marché de niche. Et finalement, par rapport à la production normale, les motos sont chères certes, mais par les gens qui connaissent et bien sûr qui ont les moyens de se l'acheter, on ne discute jamais la qualité. Parce que c'est que des matériaux nobles, c'est que de la fabrication spéciale. Tous les investissements qu'on fait, ils sont amortis sur une centaine de modèles, donc il faut quand même arriver à faire des modèles, quoi. C'est spécial. Et le châssis en titane, il fait que 8 kg. Les alus aviation qu'on utilise, c'est les mêmes que chez Airbus. On usine un moteur dans la masse. Ça, on est quelque part, souvent on est les seuls au monde à faire ça sur des motos de série. Parce que même si c'est des petits volumes, ça reste des motos de série. C'est des motos homologuées qui sont vendues, immatriculées, etc. Donc c'est pas de la préparation, c'est pas... vous êtes un constructeur. Voilà, et donc on fabrique des motos avec un type qui sont conformes, une homologation. On a les mêmes exigences, et c'est ça peut-être le plus dur techniquement, c'est qu'on nous demande les mêmes choses qu'à Honda ou à BMW. Là, on est en train de finaliser Euro 5. Bon, mais c'est pas une masse à faire et pour tous les constructeurs déjà de base. Avec plein de constructeurs généralistes qui ont coupé la gamme en deux presque pour avoir moins de modèles à développer en Euro 5. Nous on n'a pas ce problème parce que on a une gamme plus réduite, mais en tout cas on nous demande le même niveau, c'est-à-dire qu'on doit polluer pareil, on doit diagnostiquer pareil, c'est l'électronique et le logiciel qui deviennent très compliqués. D'accord. Donc on le disait, Bravo Supérieur, c'est l'histoire finalement d'un renouveau, puisque la marque avait
disparu pendant quelques décennies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont ça s'est fait? Oui. Alors c'est un alignement de planètes dans le sens où, comme on dit toujours avec Thierry, on nous aurait dit, même 15 jours avant qu'on allait relancer Brose Superior, on aurait dit jamais de la vie, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on est passionné de motos anciennes, comme les 3/4 des gens ici, à la boîte. Et vous connaissiez... Voilà, et on connaissait la marque, on connaissait l'icône, on avait tous vu le film. Thierry, chez lui, il a une maquette de SS100, une belle, c'est une des rares, c'est la seule maquette de moto qu'il a. Voilà, moi, pareil, je connaissais, on a des bouquins sur les motos anciennes et tout ça. Et en fait, c'est arrivé pile au bon moment. C'est ça qui est magique, c'est que c'est arrivé quand on a été capable de lancer un projet comme ça. Pourquoi? Parce que on aurait eu accès à la marque, mais sans la capacité technique ou financière de faire, on n'aurait rien fait aussi. Et à l'inverse, nous, on sortait de 15 ans de design et d'ingénierie, parce que l'histoire, en fait, c'est Boxer Design au départ, donc Thierry Henriette, concessionnaire moto à Toulouse, qui marche très bien sur plusieurs marques et qui depuis les années 80 fait des motos spéciales. C'est-à-dire qu'avec des ingénieurs comme Claude Fleur, avec des designers comme Alain Carré ou Sacha Laki, qui est lui, il a fait pas mal de petites séries de motos, 25 pièces, la moto Lamborghini, les Sensor, les Vector, moteur japonais, châssis maison, habillage. On les trouve sur internet, voilà. Regardez, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est recherché maintenant, parce que c'est toujours des petits, et puis la moto Lamborghini, il n'y en a eu que 25 je crois, ça c'est un vrai collector, parce que c'est une carte grise Lamborghini, c'est une moto Lamborghini, donc c'est une rareté. Et à l'époque du carénage intégral, quoi, en plus. Et tout ça pour dire que en marge de ça, le but ultime, c'est faire sa propre moto. Parce qu'il y a un moment où on crée, on veut faire son moteur, sa moto, et pour ça, il faut avoir soit une marque, soit une technique, bon bref. Et en 2000, c'est quand j'ai commencé à travailler avec lui. On a lancé, c'est la VB1, c'est-à-dire que c'était Vauxhall, tout le monde a connu cette histoire de Vauxhall, très beau projet. Moi j'étais en école, en 97, j'ai fait un stage quand j'étais en école de commerce chez eux, à Issoire, pour le lancement du Roadster, etc. Tout le monde était fou de la moto française, un V-Twin 1000, il était bien fait, c'était un bon moteur. Tout le monde était derrière, c'était génial. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé, et nous on était au plein milieu de ça. Parce que en 2000, on a toujours un bâtiment de l'autre côté de l'autoroute, là derrière. On a fait la même chose qu'aujourd'hui, en plus petit. On a été l'AMG de Vauxhall, pour faire comprendre comment ça marche. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait fait la VB1 qui était une sportive, qui avait beaucoup plu, qu'on vendait au prix d'une 916 à l'époque, qui était la référence, la 916 ou la F4, etc. Et donc on était dans ces niveaux de prix, avec une moto qui était très belle, qui a bien vieilli, et qui était commandée, puisqu'on est parti avec plus de 250 commandes. Ouais. Donc voilà, bâtiment, homologation, agrément du CNRV pour être constructeur, etc. Et une fois qu'on a lancé le truc, parce que ça a très très bien marché, c'était le début du web, mais on avait des commandes par le web. C'est ça, c'est le début d'Internet, c'est qu'aujourd'hui tout semble entre guillemets plus facile parce que tout va très vite en termes de communication, mais à l'époque il fallait connaître, il fallait avoir un réseau, il fallait avoir une renommée qui se faisait du bouche à oreille principalement, etc. Exactement, et puis comme aujourd'hui, grâce à Internet, on pouvait vendre des choses rares dans le monde entier. Nous, on a des gens qui venaient du Japon, des États-Unis ou d'Angleterre chercher des motos. Quand le mec il veut ça, il l'a vu sur le web, il peut venir la chercher. Alors que à l'ancienne, il fallait avoir un réseau, il fallait avoir une présence quelque part, c'était plus difficile à travailler. Donc nous, on fait toujours des ventes directes dans le monde entier. On a des gens ou dans des endroits où on n'a pas d'importateur qui nous commandent une moto à l'autre bout du monde, qu'on livre en caisse, etc. Ou on a des distributeurs. Bon bref, et donc c'était la VB1, c'était cette sportive française qui a plu parce que le design était beau, et etc. Et au bout de 33 livraisons, dès la première année, le chiffre est précis. Paf, plus de moteur. Suite à Vauxhall, banqueroute, normal. Hein, on savait qu'il y avait des soucis, mais et puis c'est pas voilà. Nous, ça, on l'a complètement subi. Vauxhall les premiers, parce qu'il y avait quand même, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais genre 150 employés ou un truc comme ça. Bon, c'était lancé, c'était bien. Encore une fois, c'est vraiment triste que ça se soit fini. Hein. Et donc nous plus de moteur, donc arrêtez net.
Donc on se retrouve avec nos 220 commandes supplémentaires et à arrêter. Et grâce à la visibilité de cette moto, ben, on a fait un choix, Thierry a fait un choix à 180 degrés qui s'est très bien passé. C'est que comme la moto a plu et qu'on avait eu un peu de notoriété, on a proposé de faire du design ingénierie pour les constructeurs. Et ça, pendant 15 ans, on a été bureau de style et d'ingénierie pour quasiment tous les constructeurs de motos, puisqu'on a les 4 japonais, BM, des Européens, etc. Et donc là, on vendait des prestations d'ingénierie. Donc on avait des ingénieurs plutôt type aéro, c'était une petite équipe, on était 12, on faisait des prototypes et on a fait des motos électriques, des 4 roues, des motos thermiques dans tous les sens, des projets pour Honda, de motos super sport, on a fait vraiment de tout. Et le gros avantage de ça, c'est que ça nous a donné du savoir-faire, de la connaissance des sous-traitants, du réseau, comment faire les choses, etc. Avec toujours cette idée d'un jour relancer. Donc même en 2005, au moment où on s'est dit tiens, c'était aux enchères, on va peut-être acheter le moteur Vauxhall et des choses comme ça, de la technique. Et ça s'est vendu aux enchères et c'est Gildo Pastor, un mania de l'immobilier à Monaco, qui a racheté tout. La marque, la technique, etc. Et qui a fait Venturi et qui a fait une Vauxhall électrique à un moment. Oui, on avait vu passer des choses, effectivement. Mais je pense sans jamais avoir eu l'intention de relancer la production moto à l'ancienne, ou bon, je sais pas en fait. Bref, donc là, du coup, on est parti de zéro. Ouais. Et à côté de tous ces projets qu'on faisait pour les clients, on a commencé notre projet de V-Twin. Le proto que j'ai poussé tout à l'heure, c'est ça, ça s'appelait la Super Bob, qu'on a montré au Salon de Paris en 2011. Et on a eu un peu de retour, on a eu de l'intérêt, c'était sympa, la Cocorico, la moto française high-tech. Si vous mettez une capture d'écran, vous verrez la Super Bob, elle avait une sacrée gueule, châssis box en carbone, turbo injection directe, on l'a sorti en 160 chevaux à l'époque, etc. Elle a très bien marché, sauf que commercialement, ça n'a pas poussé beaucoup. On n'a pas senti l'adhésion, l'intérêt. Et je prends toujours cet exemple-là parce que c'est ce qui va me faire enchaîner sur Bros derrière. Mais bon, là, on s'arrête. Et la Super Bob, on est tous satisfaits de ça parce que finalement, aujourd'hui, c'est l'Aston. Donc, tout le travail qu'on a fait sur la Super Bob, c'est devenu l'Aston Martin. Et l'Aston Martin, toute proportion gardée, parce que ça reste des petits volumes, à l'inverse, elle s'est très bien vendue parce que Aston Martin, il y a 180 points de vente dans le monde, c'est une marque connue, le design est super. Et donc, ça a marché. Mais bref, tout ça pour dire que après la Super Bob, on a eu envie de lancer la moto française, on a vu que ça marchait pas, etc. 2 ans plus tard, et ça c'est là où je disais l'alignement des planètes, le hasard, on a le moteur qui est quasiment prêt, en tout cas qui est le projet bien avancé, on sait où on veut aller, voilà, on sait qu'on en est capable, et là, par une rencontre, on a accès à la marque Brose Superior. Et c'est là où ça a tout changé, parce qu'on a rencontré le propriétaire de l'époque en juillet, ici, qui était venu plus pour aider faire des dessins. Il voulait pas fabriquer de moto, mais il voulait peut-être faire de la protection d'IP, de choses comme ça. Bref, c'est comme ça qu'il est venu. Et donc là, nous, dès le premier rendez-vous, on a dit non, mais non, ce qu'il faut faire, c'est pas faire des dessins, c'est faire une moto et relancer cette marque. Et donc on s'est mis d'accord tout de suite. Et 3 mois plus tard, donc en 90 jours, on fait un prototype qu'il y a dans la caisse au fond, là, qui est très proche de la SS100 de production d'aujourd'hui. Et là, on va à Milan, et la grosse différence avec la Super Bob au Salon de Paris, c'est qu'on montre cette maquette à Milan, où le truc il est clair, c'est au moins 50 000 € hors taxe. On parle déjà de 60 000. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc c'est encore plus. Avec l'inflation de l'époque. Voilà, exactement. Avec le fait que le moteur n'a jamais tourné, qu'il faut faire industrialisation, homologation, etc. Donc 3 ans avant d'être livré. Et malgré tout ça, commande immédiate. Mais on l'a vu dans l'automobile même ces dernières années. S'il y a un engouement, les gens sont prêts peut-être à faire confiance. En fait, c'est là où on a compris qu'il y avait tout. C'est-à-dire qu'il fallait que la proposition esthétique plaise, parce que ça c'est le premier truc. Si on passe vite comme ça, c'est moche, on veut pas. Donc, déjà, ça a plu aux gens qui étaient réceptifs à ça, parce que c'était très spécial, c'était très rétro, mais en tout cas, ça a marché, ça a plu. La proposition technique, moto légère, sportive. Donc pas un custom pépère ou avec un moteur SNS, etc. Non, un Twin 1000, un sport classique, un café racer en fait. Ouais, une vraie proposition française. Voilà, châssis en titane, ça y était déjà, les 4 disques, quelque chose d'affûté, et donc ça a plu. Et l'histoire, la nouvelle SS100. Et en fait, on a été surpris, on a plein de clients qui avaient des anciennes, qui nous ont commandé la nouvelle.
qui voulaient être sûrs d'en avoir une. Donc voilà, on avait déjà prévu, c'était série limitée, c'était un niveau de prix important parce qu'il fallait pouvoir être de pouvoir financer tout ça et puis tenir dans le temps, hein, parce que le but c'était pas de faire juste un one shot. Et donc ça a pris. Et c'est pour ça que je disais l'alignement des planètes, c'est que la marque est tombée au bon moment. Au bon moment, ouais. Voilà. Et ça fait l'étincelle qui finalement. Ouais, complètement. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la question des clients? Ouais. Est-ce que tu peux faire un panel un peu, pas caricatural, mais peut-être qui pourrait parler au commun des mortels en disant voilà les gens qui peuvent venir taper au portail. Non, mais t'as raison, c'est très simple. C'est en fait nos clients. Déjà, je vais dire, c'est avant tout des gens qui ont des voitures. Alors nous, pourquoi? Parce que c'est très surprenant. Tous les événements, voitures anciennes, voitures de sport, Le Mans classique, rétromobile, concours d'élégance, il y en a partout dans le monde, etc. C'est clairement là où sont les clients. En fait, tout simplement parce que quelqu'un qui collectionne de la voiture classique ou de la voiture de sport, ils ont les moyens, ils ont l'esthétique, le moteur, la technique, et donc quand ils veulent se faire plaisir, ils voient une moto qui répond à ça, ils l'achètent facilement. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient acheter les Bros supérieurs, mais qui ont pas les moyens de le faire. Et c'est normal parce que on a un prix élevé, on est haut de gamme. Et c'est comme pour les voitures en fait. Et donc je disais voilà, c'est que on a des clients qui sont non rouleurs, qui sont purs collectionneurs. C'est fou ça quand même. Et je vais estimer ça à presque un tiers. De gens qui achètent des objets, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pour l'objet. Ils vont peut-être rouler une fois avec, mais c'est vraiment il y en a qui la démarrent pas. Alors là, le pire, c'est les Aston ou les Aston Martin où c'est encore plus restrictif parce que là, on peut pas aller faire le tour du pâté de maison, faut aller sur un circuit, etc. C'est pas homologué. Et c'est encore plus collector. Donc c'est vrai que 100 pour le monde, et c'est la première moto Aston Martin de l'histoire. Moi, je pense que les collectionneurs ont été avisés d'en acheter parce que c'est une rareté. Et il y en aura pas plus. C'est rare, donc ça va garder la valeur, etc. Il y a des gens qui sont des investisseurs, qui achètent des trucs pour collectionner et pour se faire plaisir, avoir des choses rares. Et donc on envoie des motos à l'autre bout du monde où on draine tous les fluides parce que ça part en caisse avion. Il faut pas de batterie, il faut pas même les liquides de frein, pas de carburant, pas d'eau, pas rien du tout, pas d'huile. Et j'en ai qui m'ont jamais rappelé pour savoir où on remet tel ou tel truc. Ah, mais du coup, on se retrouve avec des moteurs bloqués. Ce qui est dommage parce qu'on peut la démarrer. J'ai quand même, je parle du tiers parce que après j'ai quand même des gens qui roulent un peu, des gens qui roulent beaucoup, mais des gens qui roulent un peu. Et c'est vrai que de toute façon, une Bros supérieure, c'est toujours, ça va jamais être sa moto principale pour aller dans la vie tous les jours. Voilà, donc c'est une deuxième, troisième moto. Et donc à juste titre on la sort que quand il fait beau, comme ça on va pas la saloper et tout ça. Et donc voilà, nos clients roulent peu. Très bien qu'ils vous fassent un retour quand même du coup. Mais j'ai l'inverse et j'ai des clients, j'ai même des Anglais qui viennent se faire la révision à l'usine. Parce qu'ils font leur ride annuel d'été, ils descendent par la route, ils vont faire le tour d'Espagne et ils reviennent, ils passent par ici. J'ai tous les exemples. Hein. D'accord. C'est une question qu'on s'est posée parce que Bros supérieur, marque anglaise iconique. Est-ce qu'on vous a embêté sur le fait que finalement la marque est devenue française? Est-ce qu'il y a une sorte de chauvinisme à l'anglaise? J'aurais pensé beaucoup plus. Ouais. Parce que nous en plus ici à Toulouse le rugby, l'Angleterre on sait ce que c'est. La guerre de 100 ans aussi, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses ici qui se sont passées. Ouais. C'est l'ennemi historique, l'Angleterre, pas aujourd'hui, mais à l'époque. Et puis en plus on a toujours eux comme nous aimaient se tirer dessus, le French bashing ou il y a un truc c'est une bonne guerre avec les Anglais. Mais voilà, mais exactement, on s'adore. Et puis par exemple ici dans le Sud-Ouest, il y a énormément d'Anglais qui ont des maisons secondaires. Ouais. Et moi j'ai vendu beaucoup de motos à des Anglais qui sont ici en fait, et qui vivent la moitié du temps ici et en Angleterre. Bref, je penserais beaucoup plus parce que c'est une marque très forte. C'est une marque emblématique, Lawrence d'Arabie, la Rolls-Royce de la moto. Et je pensais qu'on allait se faire plus bâcher que ça en fait. Ouais. Et honnêtement, je pense que comme on a été honnête avec l'héritage, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un 125 chinois et mis un autocollant dessus, parce que là... Clin d'œil avisé, avec qui se reconnaîtra. Non, mais j'ai rien contre ça, mais je veux dire, on l'aurait fait en mettant Bros supérieur. À mon avis, on se faisait massacrer. Ouais. Et que on l'a fait par la difficulté, en créant tout, en fabriquant tout, et dans les mêmes niveaux, en gros, d'exigence de l'époque.
eh ben, les Anglais ont très bien répondu puisqu'on en a vendu beaucoup en Angleterre dès le départ. Donc ça n'a pas été vraiment pas challengé à ce niveau-là. Ouais. On vous a pas fait le procès d'avoir volé un joyau de la couronne anglaise Et non, on a eu quelques trucs comme ça. C'est normal, hein, des personnes âgées qui ont connu l'époque, etc. Mais non, moi j'aime toujours à dire avec Thierry, on se dit toujours que ce soit George Bros ou Laurence d'Arabie, on est persuadé qu'ils seraient ravis de ce qu'on a fait en fait. Ouais. Parce qu'on a fait des bonnes motos, des belles motos exclusives, comme c'était à l'époque. Et je dis bonnes motos, et ça c'est important parce que c'est la presse qui le dit. C'est le compliment le plus important qu'on ait reçu en 2015 quand les mecs ont commencé à rouler avec. MCN, journal anglais qui taille quand ça va pas, etc. Justement, donc journal anglais qui vient essayer la moto, qui titre le Tour de Force. Parce que je les avais envoyés dans les Pyrénées faire des cols du Tour de France, et ils ont dit que c'était génial, parce que léger, efficace, un moteur responsif, sympa, et on a toujours eu de la bonne presse. Automoto, ils sont venus essayer, et ils ont dit que c'était très bien, je veux dire, que ce soit voilà des essayeurs, on a eu un article il n'y a pas longtemps dans Moto Revue, il a été très positif, sur les qualités dynamiques, faut pas que ça soit qu'un bel objet, quoi. Faut que ça soit une belle moto, une bonne moto. Et puis il faut aussi un retour des utilisateurs. Et c'est ça. Et donc c'est pour ça, parce que nous on peut dire ce qu'on veut. C'est important parce que des journalistes, des essayeurs et des clients ont un retour très positif sur l'usage de la moto. Alors, justement par rapport aux motos en question, est-ce que aujourd'hui tu peux nous faire un petit panel représentatif de ce qui se fait, de ce que vous proposez? On va faire évidemment les incrustations derrière pour que les gens voient à peu près autour de quoi s'articule Browse. Tu veux dire la gamme, hein? La gamme. Bah, donc en premier lieu, c'est la SS100 qui est à sa deuxième génération, donc Euro 4 ABS aujourd'hui, la SS100 Mark II. Ouais. Donc toujours limitée à 300 unités, dont une grosse partie est faite maintenant. Après, il y a des sous-familles qui sont les Pendine et les anniversaires. Donc toujours dans la gamme classique, mais avec un châssis différent. La Pendine, elle a une position relevée avec un guidon off-road un peu plus large. On a le buste plus droit. Elle a un châssis différent avec un mono-amortisseur en attaque directe sur le bras oscillant, un peu plus de garde au sol, les échappements relevés, donc un côté un peu scrambler. Nous on a appelé ça sandrasseur parce que la Pendine était une machine de course pour le sable. C'était des courses sur les à marée basse là, qu'ils faisaient dans le Pays de Galles. Et après, l'anniversaire qu'on a sorti, une moto entièrement usinée dans la masse, avec vraiment que de la pièce spécifique, limitée à 100 exemplaires pour les 100 ans de la marque. Et ça a eu une très très bonne adhésion. Ça s'est vendu très facilement aussi, alors qu'à 100 000 €, hein, TTC on parle, c'est donc un prix encore plus important, parce que encore plus rare, encore plus fait main, etc. Avec la tendance même des clients, c'est de demander des options et de la personnalisation. Alors c'est bien que tu parles des aspects prix, parce que c'est vrai que je te fais décortiquer la gamme. Il faut savoir aussi qu'au niveau des prix aussi, il y a une gamme. Voilà, parce qu'on était donc SS100, allez, 65 on va dire, TTC, la Pendine pareil, et l'Anniversary 100 000 donc. Derrière la gamme classique, après la gamme, donc ça on a fait le tour de la gamme classique. En 2021, on a fait un peu un virage avec la Lawrence, où là on a fait un Sport Cruiser biplace, carrosserie carbone, géométrie plus actuelle, selle plus basse, etc. Gros pneus, plus au côté rétro. Là, mais à 66, 67, je crois quand elle est sortie. Et la dernière née, la Dagger Euro 5, où là c'est carrément donc la géométrie resserrée de la Aston Martin. On est sur une géométrie de roadster, jantes en 17, voilà, double disque en 320, toutes les échappements 2 en 1 valve, on est sur une moto moderne. Donc, et là on est à 68. Okay. Et limité à 300 exemplaires aussi. Donc, mais pour le monde entier, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'on achète quelque chose qui est limité dans le temps en volume. La Lawrence c'était limité à 188 exemplaires. Et donc à côté de ça, commence à vivre une gamme, la moto Aston Martin qui du coup... Ouais, parce que la moto Aston Martin, il y a eu donc une première série de 100 de la MB 001, donc celle qu'on a vue au départ qui a été lancée en 2019 au Salon de Milan. Là, donc toute vendue et quasiment toute livrée, on est à plus de 70 livraisons là sur les 100. Parce qu'il y a quand même eu le Covid au milieu, il y a eu des arrêts, ça a été un peu compliqué, mais voilà, c'était quasiment fini ce programme-là. Et depuis peu, on a la version Pro,
Donc ça c'est propre à Aston Martin, ils font toujours une version pro comme la Valkyrie et la Valkyrie Pro. Donc c'est plus léger, plus de chevaux, là on parle de 30% de puissance en plus. Ouais. Parce que sur la première on était à 180 chevaux pour 180 kg. Ouais. C'était le cahier des charges, c'était 1 pour 1. 1 pour 1. Parce que c'est ce qu'il y avait sur la Valkyrie en fait. Et c'est les mêmes designers, le même team qui dessine les hypercars qui a fait la machine. Donc ça c'était le postulat de départ. Et sur la Pro, on a 225 chevaux pour 175 kg. Donc on est à 1,3 de rapport poids-puissance, qui est c'est la F1 exactement. D'accord. Et pareil, au niveau tarif, on est sur... Alors là, on était à 98, donc 118 TTC pour la Stone la première. Et là on est passé à 180 sur TTC sur la Pro. Il n'y a que 88 pièces. Plus de la moitié sont déjà commandées depuis longtemps et là ça continue. On a le moteur usiné masse, il y a une étude aéro avec énormément d'empennage. On a rien que la moustache devant, c'est 50 kg d'appui au-dessus de 250. Voilà, on a fait toute une étude et la moto elle a été finalisée il y a peu et on va livrer les premières en fin d'année. Ah d'accord, donc on n'a pas encore les retours des décès. Non, on a sur la Pro, on finit le programme là. D'accord. Est-ce que c'est réservé aux clients Aston Martin, ces motos-là ou... Alors, c'est ouvert à tous. Ouais. Après, c'est qu'il faut pouvoir l'acheter. Ouais. Mais une grosse partie est venue, plus de la moitié est venue par Aston Martin et le réseau Aston Martin, les clients Aston Martin qui ont demandé à souvent avoir une moto personnalisée comme une voiture de chez eux. Ouais. D'accord. Et ça me fait penser à une question que je voulais poser justement. Sur le côté personnalisation, on a commencé à en parler un peu. Il y a chez les constructeurs automobiles de très haut de gamme notamment des programmes de personnalisation qui sont assez poussés. Comment est-ce que vous envisagez la chose ici quand un client commande sa machine? Est-ce que du coup il peut aller dans le côté personnalisation? Alors c'est du temps, c'est du dialogue parce qu'en fait on a des équipes, on a quelqu'un qui suit ça très bien. Caroline qui fait le back-office avec les clients parce que c'est énormément d'échanges. Ouais. Ça part parfois dans tous les sens. Il faut arriver à canaliser, mais aussi à donner au client ce qu'il veut. Et alors on a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a toujours un moment une visite, soit juste avant d'acheter, soit après avoir commandé pour venir voir la moto en cours ou finaliser les options, etc. ou prendre livraison. Ils viennent plusieurs fois parfois. Et ça peut être à distance, bien sûr, ça arrive aussi. Mais il y a parfois des programmes qui sont très longs, parce qu'il y a des gens qui nous demandent de sourcer des matières spéciales, de faire des choses uniques. Il y a du travail de marqueterie à la feuille d'or, parfois sous le vernis. Et on a les artisans capables de faire ça. On a un compagnon sellier qui est incroyable, qui fait des choses de qualité folle. À Toulouse, quand même. C'est vrai qu'on s'est dit pourquoi Toulouse, et on a accès à plein de choses. Ouais, et puis en plus, même la tendance Toulouse, c'est assez marrant, c'est que ça s'est maximisé avec le temps. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on faisait faire à l'extérieur, et après, par plein de hasard, on a vu que finalement c'était aussi possible en local. Et même les fonderies, à un moment c'était en Espagne, c'est revenu en France. Mais bon, il y a que quelques pièces techniques par rapport à nos volumes en fait. Tout ce qui est interne au moteur, on a dû plutôt aller faire ça en Italie. D'accord. Dans la région de Bologne, où il y a des fournisseurs qui font pour Ferrari, Lamborghini. C'est-à-dire c'est des gens qui font des petits volumes et de la qualité. Et donc avec des prix importants, mais on a ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut commander sans vilebrequin. D'accord. Ce qu'on pourrait pas faire en France chez un fournisseur qui fait pour l'automobile où c'est des millions de pièces. Moi, je voulais faire un pont avec justement l'inconscient collectif. J'en parlais tout à l'heure au travail. Je dis tiens, quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu de la moto. Je dis tu connais Brox? Il me dit non, ça me parle pas. Je dis tu sais moi les motos je connais pas grand-chose, etc. Je lui dis pour toi, une moto de luxe, ça représenterait quel prix? Parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui revient. Et quand je lui ai annoncé les prix des motos, il me dit tiens, mais ah oui, donc c'est comme Rolls, etc. C'est des prix assez élevés. Et c'est vrai que je me suis dit, pour une moto, qu'est-ce qu'on pourrait attendre dans l'inconscient collectif? C'est-à-dire que pour l'automobile, il y a Rolls-Royce, on se dit c'est le confort, c'est tout est orienté vers l'utilisateur, le confort de l'utilisateur. Est-ce que pour Bros Superior, on se dit, il y a cet élément qui revient, c'en est une, que je la regarde de loin ou de près, je le sais. Après, moi je vois, je roule beaucoup avec, tous nos clients nous le disent, la machine, déjà, sûrement parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, mais on s'arrête avec une Bros Superior, c'est tout de suite un aimant, les gens la prennent en photo, posent des questions, qu'est-ce que c'est, etc. C'est donc...
il faut les voir en vrai, parce que les photos, ça écrase, les proportions, on les voit pas. Nous, on a déjà cet effet waouh de voir les machines en vrai. Honnêtement, on a toujours une bonne surprise, une bonne adhésion, parce que on voit donc les proportions, on voit le degré de finition. Quand on part, le fameux moteur usiné là, donc qui est la généralité aujourd'hui, on part de 160 kg d'aluminium pour faire 30 kg de carter, donc c'est 12 heures d'usinage rien que cette pièce-là. Elle est guillochée comme ce qu'on voit dans les montres de luxe, la peau extérieure est nickel, etc. Toutes nos vis, elles sont tournées à Montauban par un fraiseur Rabès qui fait les vis pour Airbus. C'est de l'inox aviation. Chaque vis, elle a un design spécial. Elle a une tête brosse avec un chanfrein, une portée, une saignée, etc. Voilà. Et en fait, quand les clients ont fait le tour ici, quand ils ont vu tous les détails, on nous discute jamais le prix, parce que nous, on a mis le mieux de ce qu'on a pu et ce qu'on voulait, parce qu'on a fait la moto qu'on voulait en mettant le mieux partout de ce qu'on puisse mettre, et c'est ça qui a fait le prix à la fin. Et c'est vrai que si tu veux, le sens de ma question, c'est plus par rapport à ça. Justement, tu disais que une partie importante de ta clientèle, c'est des gens qui sont des collectionneurs d'automobiles. On a une marque de luxe française, on fait le comparatif évident avec l'équivalent automobile de Rolls. Rolls, il y a un élément qui revient, c'est tout pour le confort. Oui. Parce que c'est le gimmick depuis des années, c'est ça, c'est le silence extrême, même le moteur, on parle pas de puissance parce que on va pas aller s'étendre sur des détails si peu importants, c'est le confort, il y en a assez, etc. Est-ce que Browse, il y a quelque chose dans l'ADN qui revient, je sais pas si tu vois où je veux Oui, mais bien sûr, mais pour moi, je trouve qu'on a l'ADN, parce que c'est pas que la matière, mais le châssis en titane, c'est unique au monde, mais il fait que 8 kilos. Donc c'est 10 fois moins qu'un berceau assis de chez Harley, par exemple. Et après, on a notre fourche-fior à double triangulation. Ah oui, voilà. Il y a ça, ouais. C'est une conduite différente, ça plonge pas au freinage, ça donne une énorme stabilité en courbe rapide. On l'a même imposé sur l'Aston Martin, parce que ça c'est notre ADN, et tous nos modèles ont ce système de frein. Donc les 4 disques, c'était une originalité aussi. Les formes, et encore une fois, vraiment c'est difficile à comparer avec autre chose. Et pour moi, on amène vraiment de l'exclusivité. Alors, je fais attention avec la beauté, parce que le design, c'est vraiment subjectif. Chacun, voilà, exactement. Donc moi, c'est de l'art. Nous, on fait des motos qui nous plaisent, donc bien sûr, on les trouve jolies. Mais ça, à la limite, c'est subjectif, parce qu'on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais la technique, voilà, c'est vraiment, tout est spécial chez nous. D'accord. Ok. Combien de temps il faut à un client à partir du moment où il vient ici pour visiter, pour avoir une moto? Ça dépend des modèles, mais nous on va dire, allez, je vais faire un 6 mois de délai indicatif. Ouais. Ça peut tomber à 3 mois parfois, s'il n'y a pas beaucoup d'options et que c'est un moment où on peut placer la moto. Mais on a quand même un carnet de commandes à suivre et à honorer, et donc on a du flux. Et après, ça peut aller jusqu'à 12 mois. En gros, c'est 6 à 12 mois en fonction des modèles, de la complexité. Oui, ce qui n'est pas excessif pour des machines qui sont faites comme ça, assemblées à la main. Et ce laps de temps, il permet en plus de finaliser les détails, de changer d'avis, de faire des choses un peu différemment. Parce que c'est vrai que dans l'automobile de luxe aussi, on voit souvent des délais là qui se comptent en années, en plusieurs années, et c'est vrai que bon, on se dit finalement c'est pas, voilà, c'est quand même relativement accessible en termes de temps. C'est pas, surtout pour une petite équipe, si on raisonne à l'échelle d'un constructeur. Ah bien sûr, oui, non mais nous on est, alors là on est en train on a agrandi les bâtiments justement, on va embaucher aussi, parce qu'on ouvre le marché américain l'année prochaine, ça c'est notre grosse actualité. Parce que c'est l'endroit où on nous demande le plus de motos depuis toujours. D'accord. Et tellement qu'il fallait être prêt pour pouvoir le faire. Donc on a attendu, en fait. Voilà, parce que ça servait à rien d'aller démarrer à l'arrache de motos là-bas comme ça. Tu te grilles, c'est plus la peine. Voilà. Donc là, ça y est, on s'organise pour bien le faire, et donc du coup, ça va faire des motos là-bas, attendues depuis longtemps. Et comment ça se passe? Du coup, il y aura un showroom, Alors on fait on crée une filiale avec un partenaire là-bas pour y être officiellement déjà. Et on a déjà identifié 15 revendeurs. Ce qui, déjà pour commencer, nous suffit. Donc, oui, surtout qu'il va falloir pouvoir répondre derrière. Oui, voilà, exactement, pas trop traîner, parce que voilà, même si les gens acceptent le délai, il faut quand même. Les Américains, ils aiment bien. Ouais, et puis comme on dit toujours, la première impression est la bonne. Pas vous planter. C'est vrai que moi je fais le parallèle avec l'automobile. On se souvient à l'époque, il y a
peut-être 30-40 ans, je me souviens plus, Citroën qui avait essayé de percer, qui s'est ramassé sur le marché américain parce que justement ils n'étaient pas prêts par rapport au code. Ouais, mais c'est pas évident. Sur place, et comme tu dis, c'est bien d'avoir pris le temps pour se dire si on arrive, c'est qu'on a déjà ce qu'il faut. Oui, et puis avec un partenaire établi qui connaît, qui va savoir justement gérer tout ce côté américain. Parce que il faut répondre à l'heure américaine, à la façon américaine, comme il faut, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut une filiale là-bas et être bien organisé. Ah, mais j'imagine que d'avoir des représentants sur place, ça permet aussi côté SAV par exemple de pas avoir et de rassurer, hein, parce qu'il y a par exemple, je prends en Australie, c'est un marché qui est bon pour nous et j'aime bien parce qu'en plus c'est un marché avant-guerre qui était déjà bon pour la marque. Et là, on a trouvé un importateur qui est très bien parce que il aime ça et il vend régulièrement des motos. Il fait le travail de faire des salons spécialisés, donc toujours concours d'élégance, Grand Prix de F1, des trucs comme ça. Il montre des motos dans divers endroits et c'est l'Australie, donc c'est pas à côté. Ouais. Et donc lui importe les motos. En plus, il y a 2-3 changements parce que c'est quasiment pareil qu'en Europe, mais il y a quand même 2-3 trucs propres à l'Australie. Et voilà, ça sera pareil aux États-Unis. Et on fera le Japon aussi, parce qu'on nous demande pas mal au Japon. C'est ce genre de marché mature où les gens aiment les marques avec une histoire, les choses rares. Bimota, ils vendaient à un moment la moitié de leur production au Japon. D'accord. La Chine, c'est un marché ou on sait que... Alors oui, mais la Chine, c'est compliqué. Ouais. La Chine, c'est compliqué parce qu'on connaît pas bien. C'est potentiellement, mathématiquement, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils sont tellement nombreux que ça devient intéressant. Mais c'est plus que... Ce qui fait un peu sourire quand même, c'est qu'ils demandent la norme China 5 est plus dure que Euro 5. Ah bon? Ah oui. Voilà. Alors que quand on voit ce qu'ils vendent dans le monde entier... je dis pas ce que je fais, hein. C'est un peu rigolo, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un peu l'ironie. J'avais juste une petite question bonus sur justement les clients, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des gens connus, peut-être que je peux pas donner les noms, mais peut-être des pilotes par exemple, des gens qu'on soupçonnerait pas et qui pourtant sont connus de tout le monde. Bon, j'ai 2 exemples, mais c'est contractuel, on peut pas dire. Ok. Mais après, non, après c'est en star, on va dire, ou truc comme ça. C'est pas pour l'instant. Aux États-Unis, j'ai des touches avec des gens du cinéma, par exemple. Ça se fait. On sera content d'en parler. Ouais. Parce que je pensais à Verstappen justement avec c'était une Valkyrie, si j'ai pas de. Du coup, je me suis dit tiens, peut-être, si c'est. Voilà. Le problème de la moto pour les pilotes qui sont en actif, c'est que c'est méga interdit par les contrats d'assurance. C'est comme les sportifs. Ouais. Tout ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent en acheter une, mais ils pensent même pas monter dessus parce qu'il y a le moindre truc. Papier bulle. Le responsable des partenariats, Vincent Ménard, il nous a fait introduit parce qu'ils étaient sponsors en endurance pour Aston Martin. Et un jour, il nous dit, tiens, ça vous dit d'aller visiter l'usine bien sûr, parce que c'est quand même un peu c'est un peu le même monde, etc. Marque anglaise de luxe. Nous, c'est Laurence d'Arabie, c'est James Bond. C'est assez dingue, hein, parce que la moto, elle a le couple d'un 1800 Harley pendant plus de 4000 tours, c'est tout le temps là, on peut être 2 rapports au-dessus, ça pousse. Le turbo, c'est exponentiel, hein, si nous, on a dépassé les 250 chevaux en point de fonctionnement sans problème,